Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast de Unit, le podcast dédié aux énergies vertes. Je suis Marian Terrasse et aujourd'hui notre expert s'appelle Simon Duhamel. Il est directeur administratif et financier chez Unit. Aujourd'hui nous allons parler de la rentabilité d'une centrale d'énergie renouvelable. Alors on ne parle pas ici d'installation de quelques panneaux de photovoltaïques à domicile. Non, non, nous avons déjà étudié cette question dans un épisode sur l'autoconsommation. Et là, on va aller beaucoup plus en profondeur sur les centrales d'énergie renouvelable. Pour commencer, bonjour Simon. Bonjour, Simon, comment vas-tu? très bien, merci en cette période estivale. C'est vrai que nous enregistrons l'épisode en plein mois d'août. Alors pour ceux qui nous écoutent, Simon, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc, Simon Duhamel, j'ai débuté à travailler dans les énergies renouvelables en 2014 au sein d'une société qui s'appelle VSB Énergie Nouvelle, dont le siège social était basé à Nîmes et qui était une filiale d'un groupe allemand, dont l'activité portait principalement sur le développement et l'exploitation de centrales éoliennes et a réalisé également des centrales photovoltaïques. J'ai eu l'occasion, dans cette première phase de grande expérience, depuis 2014, à travailler notamment sur le financement des projets à l'international, parce que j'ai également eu l'opportunité de travailler sur des projets en Italie, mais également en Tunisie, sans oublier la France, qui était le core business, en tout cas, de VSB France, avant de rejoindre le groupe UNIT en mars 2022. Alors ça tombe bien. Quelles sont tes missions justement chez Unit? Qu'est-ce que tu fais précisément aujourd'hui? Au sein du groupe UNIT, une des premières missions déjà, ça a été d'accompagner le changement de stratégie, du groupe. Il convient de noter ou de rappeler, qu'à compter d'octobre 2021, le groupe a décidé de changer de stratégie et de reprendre son activité de développement, ce que je faisais, par ailleurs, lorsque je travaillais, chez VSB. Et donc l'objectif a été d'apporter un certain nombre de process, mais également un réseau, afin d'accompagner, cette nouvelle stratégie. Dans un premier temps, vraiment dans l'animation, le changement des habitudes de travail, pour augmenter, heu, afin d'obtenir une meilleure, visibilité sur les différents, process et suivi des coûts, des projets qui étaient en développement, et apporter aussi une vision stratégique sur quel type de projet, on peut trouver une rentabilité, sur le groupe. En parallèle de quoi, bien évidemment, il va falloir travailler sur des financements de projets, obtenir des fonds. Ici, effectivement, il y a 2 points majeurs. Un, obtenir les fonds pour financer notre développement. Il faut quand même savoir que pour développer, des projets, photovoltaïques en fonction de la taille, de certaines contraintes, on va dire qu'ils font en moyenne 5 ans, voire plus dans certains cas. Et pendant 5 ans, on sort de la liquidité, mais il n'y a pas de liquidité qui rentre. Et donc, lorsqu'on passe d'une activité où on détenait un certain nombre de centrales qui étaient en exploitation, qui injectaient des kilowattheures, qui généraient du chiffre d'affaires, c'est très bien, mais là, on redépense de l'argent en faisant du développement de projet. Et donc, de ce fait, augmentation du nombre de collaborateurs, augmentation du nombre d'études, à financer, ce qui engendre forcément une recherche de liquidité. Donc un, obtenir des fonds auprès de nos partenaires bancaires, en faisant du financement participatif, différentes méthodes qui ont été appliquées, on va dire sur les 18 derniers mois. Le deuxième pan, c'est effectivement de financer les projets. Une fois que les projets ont obtenu l'ensemble des autorisations, ont atteint le statut, ce qu'on appelle nous dans notre jargon RTB, ça veut dire ready to build ou prêt à construire. On se doit, de lever des fonds auprès, bien souvent, de partenaires bancaires, et donc on aura l'occasion d'en parler, mais c'est un gros pan de mon activité. En parallèle de quoi, c'est bien évidemment, d'accompagner, en tant que directeur administratif et financier, d'être vraiment une fonction support, support au développement, support aux équipes de développement, support à la direction, justement pour mettre en place des KPI, avoir les bonnes lectures, de nos différents, metrics, qui sont essentiels justement pour prendre les bonnes décisions, et les bonnes orientations stratégiques. Hem depuis décembre, 2022, j'ai également eu l'opportunité de prendre la tête, d'Unit Polska, parce qu'en mars 2022, le groupe Unit, a ouvert une antenne, une filiale en Pologne, dont j'ai pris la responsabilité en décembre 2022. Et pareil, en décembre 2022, qui a été un gros mois finalement pour moi, on m'a fait un 2e cadeau, en lien avec le mois de l'année, où j'ai également pris, la responsabilité d'une filiale qui s'appelle Green Access,
et qui commercialise, des garanties d'origine. Est-ce que tu peux juste préciser très rapidement ce que c'est, des garanties d'origine? Oui, bien sûr. Donc les garanties d'origine, en fait, c'est un schéma, qui permet à un certain nombre de producteurs de vendre ce qu'ils appellent des garanties d'origine, donc c'est un certificat à des consommateurs d'électricité. Grâce à ça, ça permet en fait à ces consommateurs d'indiquer qu'ils ont soutenu la filière, dite des ENR. Donc voilà, quand on veut de l'électricité verte, on a besoin de garantir les origines. Exactement. Je reprends. Ça permet justement, étant donné qu'on ne peut pas encore pister, l'électricité, du point A au point B, il faut effectivement avoir un flux monétaire et qui permet en tout cas de prouver, d'attester qu'un certain nombre de consommateurs soutiennent le développement, des énergies vertes. Parfait. Donc tu m'as dit que dans ce cadre d'énergie verte, Unit travaillait sur des projets un peu ambitieux puisqu'il faut investir, qu'il y a un retour sur investissement qui est long, c'est des cycles longs, c'est des gros projets, c'est des vraies centrales. Alors est-ce que tu peux nous décrire les différents types de projets, sur lesquels vous travaillez? Dans un premier temps, historiquement, on travaille sur des projets, d'hydroélectricité. Il faut savoir que le groupe a travaillé énormément sur des grosses centrales. Alors, quand on dit des grosses centrales dans l'hydroélectricité, c'est-à-dire des centrales qui ont une puissance unitaire supérieure à 3,5 mégawatts. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le core business, du groupe. Mais ça, c'était avant octobre 2021 et dorénavant, avec le changement de stratégie, on va travailler de plus en plus sur des centrales photovoltaïques dont les puissances vont osciller entre 5 et une trentaine de mégawatts, globalement en moyenne. Même si on a un certain nombre de projets qui ont des pics, qui peuvent atteindre 80 mégawatts. Pour autant, on travaille également sur de l'éolien. L'éolien, on n'est pas un gros développeur, de parcs éoliens, on n'a pas une équipe de chasseurs qui vont sécuriser du foncier et obtenir des nouvelles autorisations, sur cette technologie. Pour autant, on a la chance d'avoir un certain nombre de centrales déjà en propre et on se concentre à obtenir pour ces centrales, à obtenir de nouvelles, autorisations. Si je schématise, très rapidement, à l'époque, on roulait en Super 5, maintenant on roule en Audi A3 et donc forcément, il y a une évolution de réglementation, une évolution de puissance et nous, on se concentre à accompagner, les fins de vie de ces parcs en obtenant des nouvelles autorisations pour avoir des machines qui sont plus puissantes et qui nous permettent de mettre moins de machines sur site. Voilà. Donc vraiment ces 3 technologies, sans oublier, on est bien évidemment, on travaille sur d'autres types de technologies comme la partie batterie, parce que je le considère comme une technologie parce que ça va être quelque chose, à mon sens, qui va être fondamental, demain dans le développement, des énergies, renouvelables, en France, mais également en Pologne. D'accord, donc on a 3 sources d'énergie renouvelable qui sont l'éolien, le solaire et L'hydroélectricité. et l'hydroélectricité et bien sûr une technologie supplémentaire qui est nécessaire, celle de tout ce qui est batterie et de stockage d'énergie. Alors, pour qu'on puisse commencer à travailler sur le sujet de du jour, est-ce que tu peux nous dire, en résumé, vraiment les grosses lignes du financement d'une centrale d'énergie renouvelable? Comment ça se passe? Déjà, lorsqu'on arrive, et qu'on commence à discuter, la partie financement, c'est-à-dire qu'il y a déjà un grand nombre de travaux qui ont été réalisés, préalablement et déjà c'est une grande satisfaction, que d'arriver à ce stade. Dans un premier temps, on va partir sur une centrale, somme toute classique, sans grande difficulté, particulière. Dans un premier temps, on se doit, d'obtenir et de constituer avec les équipes qui ont travaillé pendant, quelques années sur ce dossier, de monter ce qu'on appelle une data room. C'est un fichier qui recense la vie, entière du projet. Quel type de demande on a réalisé auprès de l'administration, les retours de l'administration, les autorisations, permis de construire ou équivalent en fonction des technologies, et tout ça, doit être recensé d'une certaine manière, afin que nous, on puisse faire déjà dans un premier temps un audit interne. Est-ce qu'on a oublié une étape clé du développement? Est-ce qu'on a bien affiché les permis de construire sur site? Est-ce qu'on a fait venir un constat d'huissier? Est-ce qu'on a bien l'ensemble des autorisations? Avons-nous sécurisé tout le foncier? Et donc, lorsqu'on travaille sur ces éléments-là, il y a déjà un premier audit interne qui est fait sur la base de cette data room, ce qui permet d'échanger avec un certain nombre de collaborateurs, en interne et d'associer ceux qui ont participé au développement de ce projet
jusqu'à la phase financement. L'objectif, c'est que tout le monde puisse voir un aboutissement, l'ensemble de la chaîne de valeur, d'un développement de projet, jusqu'au bout, au sein du groupe. Une fois que cette étape d'audit interne est passée, que le cas échéant, on a identifié quelques anomalies qui sont corrigées, on commence à contacter un certain nombre de partenaires bancaires. Ces partenaires bancaires, on les contacte sur la base d'un teaser ou un info-mémorandum. Globalement, c'est entre 5 et 8 pages, les éléments clés du projet. Donc, c'est sa localisation, sa technologie, son niveau de productible. Donc, c'est combien d'heures ou combien de kilowattheures il va injecter dans le réseau, les principales caractéristiques techniques, les principaux coûts d'exploitation, etc., etc. Tous ces éléments-là permettent en tout cas d'identifier les partenaires bancaires qui vont souhaiter travailler avec nous. Déjà, il y a un premier élément clé, c'est le coût d'investissement. Si on est sur des coûts d'investissement qui sont sur, imaginons 60 millions d'euros, toutes les banques de la place ne vont pas pouvoir suivre un financement à 60 millions d'euros par rapport à des règles qu'ils ont en interne. Et donc de ce fait, peut-être qu'une banque va nous dire oui, moi ça m'intéresse, ou non, mais je veux bien le faire avec un autre partenaire bancaire pour qu'on se répartisse le financement. Voilà. Et donc ça nous permet de faire un premier tri. Euh, le deuxième tri, entre guillemets, qui est important, on ne peut pas travailler toujours avec les mêmes banques. Et de ce fait, il faut toujours, à mon sens, contacter un certain nombre de partenaires bancaires parce que le financement de projet, notamment de nos jours avec les augmentations des taux d'intérêt, les augmentations des coûts d'investissement, etc., euh, évolue tous les 3 4 mois et il y a des nouveautés qui se mettent en place sur le marché. Et donc de ce fait, on se doit d'interroger un certain nombre de partenaires bancaires pour identifier quelles sont les nouvelles pratiques de marché et comment financer au mieux ces projets. Une fois qu'on a choisi le partenaire bancaire, Ah, je t'interromps. Tu as dit que vous ne pouvez pas travailler toujours avec les mêmes banques parce que la réglementation évolue ou est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas toujours travailler avec les mêmes banques? non, c'est principalement des raisons commerciales, parce qu'il y a des banques qui ont un standard et qui restent au standard, mais c'est un standard de marché d'un instant T, sauf que ce standard, il évolue par rapport aux contraintes d'augmentation des taux d'intérêt, des coûts d'investissement. Et donc, il y a des banques qui mettent en place de nouveaux systèmes de financement. Alors, ça reste des innovations. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'innovation, mais en tout cas de changements qui sont à la marge, mais qui parfois peuvent vraiment créer la différence lorsqu'on analyse la rentabilité d'un projet. D'accord. Je t'avais interrompu. Vas-y, continue. Ouais, je t'en prie. Lorsque on a choisi le partenaire bancaire, on va rentrer une nouvelle fois dans un audit, cette fois externe, où la banque, elle, va s'assurer que ce qu'elle s'apprête à financer a été développé dans les règles de l'art. L'objectif d'une banque, globalement, c'est de prêter de l'argent, mais de ne pas prendre de risques. Et donc de ce fait, elle va mandater plusieurs types d'auditeurs. Des audits, un audit légal et réglementaire pour s'assurer que tout ce qui a été obtenu, ça a été fait dans les règles de l'art, et cetera. Un audit technique, cette fois technique sur une base, ils vont analyser le productif, c'est-à-dire combien de kilowattheures la centrale va être capable d'injecter dans le réseau, et quels sont les aléas à travers le temps, qu'on va pouvoir rencontrer sur cette centrale et également un audit technique. Quel est le constructeur? Est-ce que le coût de CAPEX et le coût d'investissement, pardon, est-ce qu'il est cohérent versus le marché? Est-ce qu'ils ont bien fait des études de sol? Est-ce que ces études de sol ont correctement été appréhendées dans le contrat de construction avec des contraintes, etc. Est-ce qu'il ne va pas y avoir trop d'aléas sur le contrat de construction? Euh, c'est ce type de questions que l'auditeur technique va se poser et il va remonter un rapport à la banque. Et la banque, suite à ça, va pouvoir identifier si oui ou non elle va financer le projet. Il y a bien évidemment d'autres audits, audits assurantiels. euh, et il me semble, je crois que avoir fait le tour, même si de ce côté-là, par moment, les banques sont pleines d'innovation ou d'imagination et nous rajoutent par moment quelques nouveaux audits qui n'avaient pas été faits préalablement. Mais tout ça dans le but de s'assurer que le projet, à travers le temps, euh, ne va pas rencontrer de difficultés particulières et que les garanties qui sont présentes au sein des contrats sont cohérentes. Juste pour mémoire, le financement de projet, notamment dans les ENR, ça oscille entre 20 ans et 25 ans.
Donc globalement, c'est comme si on achetait une résidence principale, et la banque, elle, lorsqu'on achète une résidence, principale ou autre d'ailleurs, et qu'on demande un financement sur 20 ans ou 25 ans, elle va éplucher vos relevés bancaires et cetera, justement pour s'assurer qu'il n'y a pas des flux, qui n'ont pas été appréhendés, pour s'assurer qu'on respecte un certain nombre de ratios et c'est exactement la même chose que fait les banques, lorsqu'on finance un projet, d'ENR. Donc là, tu nous as fait de fait un gros topo sur les banques, mais je présume qu'il y a d'autres interlocuteurs. Alors, avec quels interlocuteurs tu as et comment ça se passe? Déjà, les interlocuteurs, ça va être les interlocuteurs internes. C'est ceux qui ont participé au développement de ce projet. Comment ils s'y sont pris, quelles difficultés ils ont rencontrées, quels engagements ils ont également pris. L'objectif du groupe, en tout cas, c'est de maintenir les engagements qui ont été pris dès le début, de les intégrer, en tout cas dans la partie coût d'investissement ou coût d'exploitation, afin que ce soit le plus cohérent. On a effectivement les partenaires bancaires, les différents auditeurs, mais également après, ou même pendant, les propriétaires terriens. Les propriétaires terriens, on va signer des baux avec eux, donc on a également des notaires avec lesquels on est en contact. Hem, les propriétaires terriens, les notaires, hem et je dirais le cas échéant, des mairies ou des collectivités, qui sont nos interlocuteurs, réguliers, pour on puisse s'assurer qu'une nouvelle fois que les engagements qui ont été pris sont respectés et le cas échéant pour qu'on puisse leur verser, des liquidités ou mettre des choses en place, notamment un peu de pédagogie, ou de l'animation de réunions, qui ont été demandées notamment au niveau d'écoles ou autres. C'est des exemples, passés, que tous ces éléments soient bien appliqués. Donc tu viens de me dire que les banques étaient assez exigeantes et il y a d'autres interlocuteurs. Est-ce que les banques sont l'interlocuteur qu'il faut vraiment le plus soigner ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus, je sais pas, qu'il faut accompagner plus, qu'il faut peut-être rassurer plus, qui sont plus exigeants? Comment ça se passe? Lequel va te manger le plus de temps? Alors moi, en tant que directeur administratif et financier, c'est clair que c'est les partenaires bancaires qui vont me consommer le plus de temps et avec lesquels je vais le plus discuter, que ce soit dans la phase de négociation ou dans la phase de rédaction du contrat de prêt à la lecture de tous les rapports d'audit. Dans un premier temps, je dirais que pour moi, en tant que directeur administratif et financier, c'est vraiment les banques. Dans un second temps, c'est les auditeurs. Les auditeurs, on leur donne des éléments, forcément, ils posent des centaines et des centaines de questions, qui, sont souvent pertinentes, qui nous permettent de nous challenger, de nous remettre en cause, nos process, nos habitudes de travail et cetera et donc il faut y répondre, donc ça prend également énormément de temps. Mais pour moi, la clé du développement de projet, hem, mais aussi la clé du financement, parce qu'un financement, c'est pas juste, j'ai négocié la banque, en une fois, et après il se passe plus rien. Finalement, ça va être le propriétaire terrien et les collectivités, et les communes. Pourquoi? Parce qu'elle, on a commencé un interlocuteur du groupe à commencer à discuter avec avec ce tiers, donc ce propriétaire terrien ou cette commune et pendant 20 ans ou 25 ans, voire même plus, parce que des fois on signe des baux sur des durées de 30 ans, voire plus, on va être l'interlocuteur unique, de cette personne et finalement celui qui reste du début du process jusqu'à la fin du process, bah, c'est le propriétaire terrien, ou la commune avec lequel les relations doivent être le plus, transparentes possible, le plus fluide possible. Il faut pas se tromper de bataille. Il y a une bataille, c'est le financement, mais les échanges qui sont réguliers, et à travers le temps et qui, sans ces personnes-là, le projet ne se ferait pas, c'est clairement les propriétaires terriens ou les municipalités. Donc oui, les propriétaires de terrain ou de cours d'eau sont super importants dans le process. On est sur des projets super longs. Alors, quels sont les dangers que tu vois ou que tu connais sur des projets ENR? Est-ce que tu peux nous détailler un peu ça, sur le financement qui peut avoir un problème parce que ceci, parce que cela? Quels sont les premières choses qui te viennent à l'esprit? Ouais, les premières choses qui me viennent à l'esprit vont dépendre déjà de la technologie. Sur l'hydroélectricité, on entend beaucoup parler en ce moment des problèmes d'hydrométrie, c'est-à-dire, des problématiques d'eau qui pourraient empêcher, en tout cas, un certain nombre de centrales d'injecter. Hem, pour autant, on a cette chance d'avoir mis en place un certain nombre de stations, donc ce que je vais appeler ici dans des stations météo, qui permettent d'identifier le nombre, la production hydraulique depuis les 20 ans, les 25 dernières années, qui nous permettent en fait de faire des calculs et des projections.
bien évidemment, ces projections par rapport aux problématiques, que l'on peut entendre, on fait plutôt des projections qui sont dites pessimistes et qui nous permettent de calibrer différemment que les centrales de ce qu'on avait pu faire il y a une dizaine d'années. Parce que globalement, on se rend compte quoi? On se rend compte qu'il pleut tout autant, mais sur des périodes bien plus courtes. Donc c'est très fort d'un coup et après il se passe pas grand-chose. Et donc pour autant, on va essayer de construire des centrales qui vont être capables d'absorber cet excès d'eau à un instant T. Ça, c'est le premier point. Donc, une vraie problématique sur le productible. C'est exactement la même chose sur le solaire, mais une nouvelle fois, on a la chance d'avoir des centrales, des stations météo, pardon, qui, elles, calculent, calibrent le niveau d'irradiation solaire sur différents sites, sur différents points, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de très fiable. Pour autant, ça reste quand même un risque qu'il faut appréhender. Donc, c'est-à-dire le productible. Ça, c'est le risque numéro un à mon sens. Le risque numéro 2, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de sinistre. Heu, Imaginons, pour X et Y raison, il y a de la grêle. Pour une autre raison, il y a une avalanche, qui, va casser tout ou partie d'une centrale hydroélectrique. Bon là, je suis vraiment dans les cas, plus qu'extrêmes, mais c'est pour imager, mon discours. Bah, il faut avoir mis en place des polices d'assurance qui nous permettent, en tout cas, d'honorer, nos coûts d'exploitation. C'est-à-dire, coûts d'exploitation, dans un premier temps, le propriétaire terrien. On revient toujours sur le même sujet. Deuxième point, d'honorer la dette, parce qu'on a une dette qu'on doit payer envers, le partenaire bancaire. Donc ça fait partie des points qui sont essentiels. Un troisième point, je dirais, c'est la qualité de construction qui est essentielle. En tout cas, le groupe, UNIT ne fait pas des centrales, qui vont tenir que 5 ans. Nous, on est dans la qualité. C'est une société qui a plus de 37 ans d'existence et notre objectif, en tout cas, c'est pas de revenir au bout de 10 ans pour changer les structures et cetera. L'objectif, c'est de faire quelque chose qui va tenir dans le temps, pour éviter la mauvaise presse, des mauvaises pubs, qui sont, à notre sens, hem, énormément destructrices de valeur, et de perte d'image, de la filière, mais aussi du groupe et ça, on veut vraiment s'en passer. Voilà. Voilà pour moi les points critiques, à mettre en avant. Donc en évoquant tous ces points critiques, on a évoqué, je présume, une bonne partie des surcoûts éventuels à prévoir dans le business model. Est-ce qu'il y a d'autres surcoûts qui sont pas liés à des dangers réels, mais qui sont liés peut-être à des opérations financières, à des choses comme ça? Ou est-ce Ouais. que c'est bon à ce niveau-là, une fois qu'on a vu les dangers réels, on a vu les surcoûts? Ouais, alors tout ce qui est les augmentations d'intérêt, c'est ce type d'évolution, en fait, vont être appréhendées assez rapidement dans le process. Et c'est ce qui va nous permettre de calibrer, heu, le business plan, de la structure et d'identifier si oui ou non on trouve une rentabilité. Et donc les risques que j'ai mis en avant, précédemment, c'est des risques au long cours. Voilà que, il est difficile de savoir dans 8 ans exactement quel sera le productible ou si est-ce qu'on aura un sinistre, qu'est-ce qui va se passer? Pour autant, il y a des risques qui sont, présents lorsqu'on fait notamment lorsqu'on entame les discussions avec les partenaires bancaires, c'est l'évolution des taux. Bah, ça, c'est quelque chose que à notre échelle, on maîtrise pas ou très, très peu. Alors on peut avoir pris des garanties, des swaps, des floors et cetera. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ce type de sujet, mais qui permettent de limiter le risque. Pour autant, on a assez rapidement une photo, de quel va être le taux et à un moment donné, on a toujours ces options de lever la main assez rapidement pour bloquer un taux et après ça construit le reste, du modèle de manière assez fluide. Hem, la deuxième chose qu'on maîtrise pas trop, notamment lorsqu'on candidate à un appel d'offres, c'est-à-dire lorsqu'on souhaite sécuriser un tarif, c'est, bah, quel va être le coût d'investissement? Est-ce que le prix des panneaux va augmenter ou est-ce qu'il va baisser? Est-ce qu'il va baisser de manière significative ou finalement ce sera, comme aujourd'hui? Et donc de ce fait, on va devoir faire des hypothèses de travail. Et nous, en tout cas, on travaille systématiquement sur 2 scénarios. Hem, L'un qui est dit le worst case, donc le pire du pire. Qu'est-ce qui va se passer si imaginons, par rapport au coût d'aujourd'hui, est-ce qu'on va prendre plus 15? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai quand même une rentabilité ou pas? Et un scénario central, alors qui est pas optimiste, hein, c'est un scénario central, c'est à quoi on croit nous demain? Et finalement, bien souvent, la réalité se trouve, au milieu des 2. Mais lorsque nous, on a avancé, ça nous permet d'avoir des hypothèses de travail qui après, bien évidemment, vont évoluer. Mais en tout cas, depuis un certain temps, on s'est rarement trompé et j'espère que ça va continuer, comme ça.
Donc, si j'ai bien compris, les surcoûts éventuels liés au business model, quand c'est pas les dangers réels physiques, c'est vraiment le fait qu'on travaille sur des temps longs et que les choses peuvent changer entre la décision et le moment où c'est mis en application. D'ailleurs, en parlant de changement, est-ce qu'il y a des évolutions en cours ou à venir sur ces process de financement? Est-ce qu'il y a des choses qui changent en ce moment ou des choses qui vont venir bientôt? Ou est-ce que de toute façon, ça change tellement tout le temps que tu peux pas me donner une réponse vraiment fiable ou est-ce que ça change jamais? Ça change toujours. Hem, Ça va faire depuis 2014 que je travaille dans le secteur des ENR. Très clairement, on a des mécanismes tarifaires, je crois que j'ai arrêté de compter, mais globalement qui changent entre une et 2 fois par an, par technologie, en fonction de la puissance, en fonction de l'emplacement, en fonction de la hauteur. Il y a tellement de contraintes, à appréhender qu'il faut c'est très difficile pour un novice d'arriver et dire: «Ah bah, ça marche comment?» et cetera. Bah, oui, alors photovoltaïque, tu as plusieurs familles. Tu as la famille 1, tu as la famille 2, ça dépend de la puissance, mais ça dépend aussi sur quel terrain tu es. Ah, puis bah, les éoliennes avant c'était tout comme ça, mais maintenant c'est tout comme ça. Sauf, il y a toujours un sauf, il y a toujours une exception, ce qui fait que, heu, ça c'est un changement, perpétuel, hem, auquel on s'est adapté, ça c'est une certitude, auquel il faut faire face. Il faut être à l'écoute, mais il faut également trouver, d'autres mécanismes tarifaires, pour vendre de l'électricité. Il y a également des évolutions réglementaires. Alors, il y avait la partie tarifaire, il y a la partie réglementaire. Dernièrement, on a eu la loi d'accélération des ENR, qui a un impact assez fort pour un certain nombre de nos projets à nous, mais au contraire de son nom, va pas accélérer le développement de nos projets. Parce qu'on a un certain nombre de partenaires ou de communes, en tout cas, qui attendent, que les zones de développement, notamment photovoltaïque, soient actées. Mais ça prend énormément de temps parce que ça veut dire qu'il faut amender un PLU, et amender un PLU, ça se fait pas en 2 mois malheureusement et personne va essayer d'accélérer les process, parce qu'il y a moult choses à appréhender, à leur échelle également donc par moment, nous, on peut être un peu déstabilisé par tous ces changements. Les personnes avec lesquelles on discute en permanence sont également un peu, perdues, où ils trouvent ces changements, heu, peu pertinents, où ils sont un peu perplexes, versus, ces changements-là. Hem, donc c'est une remise en question en permanence de nos méthodes, de travail, sans oublier les, heu, les retours de justice, qu'on peut avoir. Il y a un certain nombre de projets, notamment éoliens, où très souvent il y a des recours et suite à ces recours, ben, il y a des décisions de justice qui sont prises et donc de ce fait, il faut qu'on actualise, nos modes de développement, nos modes de fonctionnement et donc tout ça, c'est en permanence, c'est beaucoup de documentation, beaucoup de lecture, beaucoup de sensibilisation, avoir beaucoup d'échanges avec des partenaires type avocats et autres, qui puissent nous sensibiliser sur tous ces changements. Être sachant sur tous ces changements dans les ENR, sincèrement, je pense que ces gens-là se comptent sur le doigt de la main. Mmh. Ok, donc des changements permanents qui augmentent les process, qui augmentent le nombre de contacts, qui augmentent les informations à recevoir, et notamment, si j'ai bien compris, une petite critique envers la loi de l'accélération des ENR qui, au lieu d'accélérer les choses, aura une petite tendance à les ralentir, si j'ai bien compris. En tout cas, c'est le cas pour, nous, un certain nombre de projets, qui étaient très bien avancés en termes de développement, mais qui, par, cette loi, ralentissent le temps de développement de ces projets. Ce qui est très dommageable pour ces projets-là, de taille assez significative. Après, il faut pas tout voir noir. Il y a des choses qui ont été mises en place, qui sont un peu plus positifs. Mais je constate que le marketing, même au niveau du gouvernement ou autre, c'est quelque chose de très fort. Où le titre, c'est accélération. Donc le Kidam va dire: «Ah super, le gouvernement fait des choses, plutôt intéressantes pour le développement des ENR». Parce que le Kidam va pas lire tous les articles et il va pas se rendre compte de l'impact que ça a. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais il faut à minima saluer le gouvernement pour ce côté très marketing de l'intitulé de cette loi. Ok, bon, bah c'est un peu malheureux. Avant de terminer, j'ai une dernière, enfin, j'aimerais savoir s'il y a une question importante ou un sujet qui serait venu à l'esprit, une question que j'aurais pu te poser. Pourquoi continuer à travailler dans les ENR? Eh bien, Simon, pourquoi continuer à travailler dans les ENR? Parce que c'est un marché qui est en permanente évolution. Des fois, je râle, de ces changements, mais tous les jours, on se remet en question. Tous les jours, il faut être, pédagogue pour accompagner les collaborateurs, mais également les collectivités et cetera. On discute avec un nombre,
de personnes qui est juste incroyable, des personnes, sachantes et on apprend, tous les jours. Il y a pas d'ennui dans ce métier parce qu'en permanence, ça évolue. Alors bien évidemment, il y a toujours des il y a un il y a quand même un fil rouge sur un certain nombre de points et heureusement. Pour autant, on a tellement de choses à faire pour accélérer le développement des ENR qu'il faut vraiment être, un habitué, un passionné, pour, ne pas se décourager par moment. Voilà, mais c'est vraiment ça qui est super important, et qui donne envie de se lever tous les matins. Bon, bah, écoute, merci Simon. Alors je le rappelle, tu t'appelles, Simon Duhamel. Tu es directeur administratif et financier chez Unit et Unit est un groupe qui développe, construit et exploite des centrales de production d'électricité locales et durables. Merci Simon, peut-être à une prochaine fois. À une prochaine fois, avec plaisir. Et si vous qui nous écoutez êtes intéressé pour valoriser un grand terrain, un parking de bonne dimension, un élevage ou pour un projet photovoltaïque de ce type, vous pouvez nous contacter aux coordonnées en commentaire. Dans tous les cas, abonnez-vous au podcast pour en découvrir plus sur l'avenir de l'électricité verte. Bonne journée.